soyez les très bienvenus à l'Institut suédois pour cette soirée autour de la littérature ukrainienne, un peu inhabituelle pour nous, mais on est vraiment très heureux de pouvoir faire cette soirée. Ça émane d'un projet qui a, pour nous, a commencé par un projet d'édition suédoise. Et donc, les deux personnes ici présentes nous ont signalé qu'il y avait aussi quelque chose de semblable fait en France. Et on s'est dit, pourquoi pas, donc unir les deux projets et faire une rencontre qui est très importante en ce moment, évidemment. Donc, je laisse... je vais laisser Sylvie Tannet présenter les participants de cette soirée. Et puis, après la soirée, après la rencontre, je vous invite tous à prendre un verre dans le jardin, où vous pourrez aussi acheter deux livres en ce moment, l'anthologie française et le tout dernier recueil de poèmes d'Ella excuse-moi, qui vient tout juste de sortir. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée et je passe la parole à Sylvie Tannet qui va animer la rencontre. Merci Maria. Merci beaucoup d'être ici. Donc si je peux présenter les personnes qui sont là en quelques mots. Irena Karpa, écrivaine, je crois qu'on peut lire en français un texte dans un très beau recueil, Hommage à l'Ukraine, qui est sorti chez Stock. Ça s'appelle Le plus haut lac des Carpates, si je ne me trompe pas. Écrivaine ukrainienne, donc j'aurais dû le préciser. Et là, Yevtushenko, poétesse, traductrice, Au cœur de la maison, c'est le recueil qui a été publié en français. Je l'ai là, voilà, je vais peut-être le poser un peu sur la table, mais on le verra mieux. Qui est publié chez Bruno Doucet. Et vous êtes aussi co-autrice du recueil 24 poètes pour un pays, merci Elena de les montrer, qui est toujours chez l'éditeur Bruno Doucet. Maya Trané est écrivaine suédoise et traductrice. En français, on peut trouver chez Agulo Petit traité de taxidermie, qui est un petit texte que vous avez publié. Et vous avez participé à l'édition de ce recueil de textes ukrainiens, qui est paru en Suède et qui est en suédois, évidemment. Et puis, Rolot Sagir, ancienne rédactrice en chef de la revue du Pen Club suédois. Vous êtes à l'origine de l'édition de cette anthologie de poètes et écrivains ukrainiens. Et vous êtes aussi traductrice. Voilà. Et Bruno Doucet, enfin, éditeur français, fondateur avec Muriel Zach des éditions Bruno Doucet. Et vous venez donc d'éditer Ella Yevtushenko. Voilà pour commencer cette soirée, peut-être si on peut écouter quelques courts textes en ukrainien. Et là, on vous écoute. Je crois que vous avez un micro là-bas. Oui, les amis qui sont là, vous pouvez avancer parce qu'il y a des places devant. Si vous trouvez ça ennuyeux, vous pouvez partir, on ne sera pas accessible. Mais c'est vraiment le plaisir de voir les premiers rangs surtout remplis. Hein. Comme ça, vous nous voyez mieux. Нитка до нитки. Із зразків однакових днів. Коли ранок при надії, а вечір при втомі, сірих днів, дощових перлинок, нитка до нитки, плететься канат воєнного часу. Між містом і містом, між учора і завтра, між можу і мушу, наше кохання, безстрашний канатоходець над прірвою. До життя повернулась. Вірші самі від цієї весни зостались, як від людини, лише на могилі напис. Бився під скроною, дзвоном церковним галас, час повертатись. Ниткою траси, зшиваючи цілий світ, мчали, мов голка, та все горбами й ярами, врешті вістрям уп'ялися в опік на цій канві пальцем у рану. Під перевозом бився ірпінський пульс, насип, мов стежка, що вивезла з пекла Орфея. Там ми з-під споду життя до життя повернулись.
І вже на те, як сонця вечірня грань розквітала і весні дуб на прощання кивав, ми дивились зі свого балкону. Вся Україна – дім, а для кожного дім у ній – серце дому. Merci. C'est toujours très difficile de lire après une poète, surtout quand on écrit la prose. Sylvie, vous me dites stop, ok? Parce que moi, c'est le grand texte. Hein. Je sais pas de... Oui, voilà, je vais comme ça, vous avez une idée. Love in time, in war times. Кохання під час війни. Війна – це наркотик, каже він. Для нього це вже третя. І не схожа на жодну з попередніх. Про наркотик – це коли вона спитала, як люди віднаходять той же рівень емоцій, напруги, адреналіну потім. У нормальному, післявоєнному житті. Риторичне питання про ПТСР. Він каже, що вже звик, бо досвід. І що навчився радіти життю, коли все закінчується. Тих, хто не воював до того професійно, плавить, каже, сильніше. Слово «плавить» в цій війні – одне з головних слів паразитів. До речі, його дуже не могли перекласти перекладачі. Нас всіх від неї плавить, байдуже з восками чи з заліза. Когось більше, як от мою однокурсницю, матір 3 дітей. Взявшись за непосильну задачу допомогти усім, хто просив прихистку в її будинку в Братиславі, отримала депресію середньої тяжкості. Але ви б чули, як ніжно з нею розмовляє чоловік, перебравши на себе догляд за дітьми з усіма їхніми школами, віолончелями і спортом, ну і плюс звичайна робота і люта волонтерка. Когось плавить менше, як цього витривалого командира, що, пройшовши 2 війни, на 3-ю несподівано зустрів свою любов. «Буду в Києві 3 липня», пише вона, хоч трошки ближче до тебе. Вони переписуються ночами, кладучи один в одного сон, домовляються розмовляти по 40 хвилин і згадують про час через 3 години. Ніч – це єдина його можливість. Та й то лиш тоді, коли він не на завданні. Вдень вона виснажена, але дуже щаслива. Тахікардія, мурашки по шкірі. Перша і остання думка про нього. Так, наче і знову 15. Merci. 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 Donc, vous aurez la traduction en français à la toute fin de la soirée. Comme ça, vous êtes obligé de rester jusqu'à la fin de la soirée. Ouais. Bon, je voulais commencer par une question très pratique et qui va peut-être paraître un peu stupide, je suis désolée, mais vu la situation en Ukraine, qu'est-ce que ça veut dire écrire aujourd'hui en Ukraine et publier concrètement? Et là, vous vivez à Kiev, je crois que vous êtes en résidence en France pour quelques mois, mais vous vivez là-bas. Il y a encore des réseaux d'éditeurs, de librairies. Comment on travaille aujourd'hui quand on est écrivain en Ukraine? Oui, effectivement, j'habite toujours à Kiev, sauf ces 3 mois que je suis en résidence. Bien sûr, pendant les premiers mois, toutes les activités culturelles, notamment les activités littéraires, l'imprimerie aussi, étaient suspendues à cause de choc, à cause de... parce que surtout beaucoup d'écrivains, beaucoup d'éditeurs et d'autres gens qui travaillent dans la littérature ont dû sauver leur vie et celle de leurs proches. Mais après, et moi, comme moi je suis aussi traductrice, je traduis les livres vers l'ukrainien. Mes projets ont été aussi suspendus, mais au bout de 3 ou peut-être 4 mois, j'ai reçu déjà des lettres de mes éditeurs qui me disaient de continuer le travail et que les livres allaient être publiés, et c'est ce qu'ils ont fait. Alors maintenant, la vie littéraire continue. Autant qu'on peut, on publie des livres, on les imprime même à Kharkiv, même si pendant les premiers mois, par exemple à Kharkiv, un entrepôt d'une grande maison d'édition était incendié par un missile, donc ils ont perdu beaucoup d'argent, beaucoup de livres, mais les éditeurs continuent à travailler et dans un mois, ou déjà fin juin, à Kiev, il y aura un festival littéraire qui s'appelle Book Arsenal, Arsenal du livre, avec des invités étrangers, avec des invités ukrainiens, avec un petit marché aussi. Je crois que c'est très important parce que les gens en ont besoin. De sentir que la vie continue, que la vie littéraire continue elle aussi.
Bien sûr, il y a des problèmes, il y a des éditeurs qui sont partis faire la guerre, par exemple, qui ne peuvent pas vraiment travailler d'une manière ordinaire. Il y a beaucoup d'écrivains qui sont partis rejoindre l'armée. Mais on essaie de continuer de faire ce qu'on peut pour montrer que nous ne sommes pas, que nous n'allons pas arrêter nos activités culturelles à cause des Russes. C'est parce que c'est ça ce qu'ils veulent de nous. Voilà. Léna, vous vivez en France, je crois, mais j'imagine que... Oui, je vis en France depuis exactement 7 ans et demi aujourd'hui. Ouais. Voilà, et j'ai fait 7 voyages en Ukraine pendant la guerre. La première fois, c'était il y a 1 an, et j'étais vraiment surprise à quel point les gens vivent leur vie. C'était vraiment le boost énergétique pour moi, parce que c'est comme si c'est la force qui est énorme, incroyable. Quand on est là, on culpabilise, on regarde tout ce qui se passe dans les actualités. Je vois les Ukrainiens aussi qui vivent en étranger. Mais quand tu es là, dedans, donc là, c'est... En quelque sorte, t'es sur ta place. En fait, tu comprends ce que tu fais. Moi, la première fois quand je suis venue, c'était pour la soirée caritative. Carrément, comme elle a dit, il y a beaucoup d'artistes qui sont partis à la guerre. Et là, c'était la collection de moyens pour acheter les drones pour les réalisateurs de Babylone 13. Donc le film Babylone 13 qu'on peut voir même sur Netflix, je crois. Et c'est ça l'ironie, parce que c'était les gens qui utilisaient les drones avant pour filmer, pour faire des films. Donc, et maintenant, ils sont pilotes de drones pour l'armée. Et il y a beaucoup, vraiment beaucoup, des cas comme ça. Par exemple, une copine à moi qui était illustratrice, designer, elle s'est engagée en tant qu'infirmière, que soignante de guerre. Et rien que parler à ces gens, moi, je collecte leurs histoires. Moi, je suis énormément inspirée par les histoires vraies, par toute cette expérience que vivent les gens qui se sont convertis. C'était les gens comme vous et moi, c'était les scientifiques, ce sont les scientifiques, ce sont les journalistes, ce sont les réalisateurs qui sont là-bas. Et bien sûr, nous, en tant que les Ukrainiens à l'étranger, on est tout le temps dans le bénévolat, quoi que ce soit, collection de dons ou travail sur les fronts informationnels pour en fait expliquer la vérité qui n'est pas toujours très très claire à l'étranger, parce qu'il y a pas mal d'agents de la part d'ennemis, ouais. Malheureusement pas de la part des amis. Mais on écrit toujours, parce que ce sera dommage quand même de rater ce moment historique, le moment tellement puissant pour juste le contourner et dire non, je suis stressée, je peux pas toucher à ce sujet, on n'a pas droit en tant qu'écrivain. D'accord. Et est-ce qu'il y a des nouvelles formes de diffusion? On parle souvent des réseaux sociaux. Est-ce que du fait de la guerre, on fait circuler les textes autrement? Et là, peut-être Je ne crois pas. En fait, les réseaux sociaux gagnaient déjà leur force, même avant l'invasion. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de poètes, par exemple, qui sont partis au front, qui sont maintenant dans les combats et qui publient leurs textes qu'ils écrivent maintenant sur la guerre, sur ce qu'ils vivent là-bas. Ils les publient dans les réseaux sociaux, comme ça. Et puis, il y a aussi les soldats qui n'étaient pas poètes renommés peut-être, mais qui écrivent de la poésie comme amateurs, parce que ça leur aide, c'est une sorte de psychothérapie, ça leur aide à expliquer ce qu'ils vivent. Et c'est vrai aussi que les réseaux sociaux jouent un rôle assez important. Oui, parce que comme ça, on a découvert, tu vois, Beshebaba, le poète, donc c'était pas le poète professionnel, qui est devenu extrêmement populaire grâce à ses poèmes publiés en Instagram et à des autres. Donc on voit vraiment les nouveaux noms littéraires qui sont nés à cause de la guerre. Et alors ici, donc, on a ces 2 anthologies qui nous permettent de découvrir un peu ces auteurs. Racontez-nous un peu comment c'est né, peut-être Rolod et Bruno Doucet, comment c'est l'histoire de cette anthologie? Pourquoi, d'un coup, vous avez créé ça? D'abord, je dis excuse-moi en français, je viens d'arriver de la Suède, et il y a longtemps j'ai pas parlé français, mais je vais essayer quand même. Eh bien, moi, j'ai travaillé comme rédacteur en chef pour Pen Club suédois, et c'est ce que je fais, c'est mon travail, de publier des écrivains menacés et, dans les pays où il y a du conflit ou la guerre. Et
Alors je voulais en fait faire quelque chose très très vite parce que je sais que c'est important. C'est une question de aussi pour nous de savoir ce que se passe parce qu'on sait très bien quand il s'agit d'une guerre que c'est pas toujours qu'on sache ce que se passe. Et c'est aussi de avoir des voix qui sont des témoignages. Et d'abord, j'avais déjà travaillé avec mes collègues. Il y a un réseau suédois d'écrivains et traducteurs. Et nous avons travaillé ensemble avec la révolution de Bélarussie. Et déjà, on était un groupe des écrivains et traducteurs. Alors, j'ai dit, d'abord, je voulais publier. Alors, on a publié un texte chaque semaine. Le problème pour nous, c'était qu'on a découvert qu'on n'avait pas des traducteurs qui pourraient traduire de l'ukrainien. Mais par contre, on avait un groupe qui déjà travaillait avec la langue russe. Alors, on était allé vers la russe, mais aussi grâce à nos collègues Bélarus, ils savaient, pour eux, c'était plus facile de comprendre l'ukrainien. Donc, on a mis des collègues Bélarus avec notre traducteur de la langue russe. Et comme ça, on a travaillé ensemble. Mais il fallait trouver des textes d'abord. Et ce que vous venez de dire, des poètes qui sont devenus très populaires, peut-être nous, on fait partie de ça. Parce que quand on ne sait pas... on connaît pas très bien la culture ou la littérature ukrainienne, eh bien, on essaye de prendre ce qu'on trouve. Mais ce que j'ai fait, moi, j'étais toujours en contact avec Pen Club ukrainien, qui m'ont vraiment aidé. Et c'est comme ça que j'étais en contact avec vous, Irena. Et là, il nous a aidé de trouver des écrivains. Et j'ai commencé de publier sur le site et on publiait en français, non pas en suédois, en anglais et langue aussi originaire, mais c'était ukrainien et des fois c'était la langue russe. Et après, j'ai décidé avec mes collègues de faire une anthologie parce que, comme j'ai dit, on trouvait qu'on n'avait pas grand-chose déjà traduit. En suédois, on a Kurkov, Oksana Sabushko et Jadan, et c'est tout. Et donc, on commençait à collecter les textes déjà en mars et en juin, on avait des textes. Et il y a aussi une autre chose, c'est notre connaissance. Je veux dire, on a découvert malheureusement une grande méconnaissance quand il s'agit de la culture ukrainienne. Et c'est pour la raison pour laquelle on ne trouve pas seulement de la poésie, mais il y a aussi des textes qui en fait expliquent un peu de la situation ukrainienne par rapport à l'impérialisme russe. Et c'est ce nous avons essayé, mais on sait très bien notre limite. Je veux dire, je ne peux pas défendre ce que nous avons fait. Car c'est ce que nous avons fait, c'est pas grand-chose, mais c'est au moins de donner plusieurs voix ukrainiennes en suédois. Maya, vous avez quelque chose à ajouter? Comment vous êtes retrouvée dans ce projet? Je sais pas. J'étais en France quand il y a eu l'invasion. Et je pense, de côté de la Suède, pour les auteurs, il y a eu une réaction très immédiate. Je pense qu'on n'était peut-être pas soi-même préparés à cette réaction. Et presque immédiatement, il y a eu l'initiative de PEN et il y a eu aussi une autre initiative de notre anthologie d'écrire des textes de soutien. Et au début, c'était pour nombreux de nous, c'était quasiment impossible parce qu'on disait mais qui on est de venir dire quelque chose sur ce qui se passe en Ukraine. Et en fait, c'était le poète Ilya Kaminsky qui était paru en traduction suédoise et que justement il avait cette ligne où il avait contacté des amis en Ukraine et aux États-Unis pour dire qu'est-ce que je peux faire concrètement. Et la réponse qu'il avait reçue, c'était d'écrire des poèmes parce qu'on est en train de monter une revue littéraire. Et c'était tout au début, je pense. Et ça a été... et c'est là où on s'est dit vraiment que l'important maintenant, c'est de faire. De vraiment faire et de s'engager le plus possible. Bruno Doucet. Merci.
Alors le 24 février, moi j'étais à Paris en train de terminer des écrits sur l'art. J'étais en train d'écrire un livre sur un plasticien français. Et le 24 février, au matin, j'ai eu l'impression que ce livre était un mur qui me tombait sur la tête. Et j'ai été pris d'un sentiment presque d'absurdité. J'aurais volontiers ce jour-là remplacé mon travail d'écrivain par un travail de démineur ou d'urgentiste. J'ai eu le sentiment que je pourrais être plus utile sur place ou à la frontière polonaise. Bon, c'était quelque chose d'assez pénible à vivre, qui est lié au sentiment d'impuissance. Et une rencontre s'est produite quelques jours plus tard, en ouverture du Printemps des Poètes. J'étais à Lyon pour un récital avec des musiciens et des poètes. Et un jeune metteur en scène franco-ukrainien m'a demandé s'il pouvait prendre 5 minutes de notre temps pour, en ouverture de ce spectacle, dire quelques mots de l'Ukraine. Parce qu'il était à Kiev un mois plus tôt, je crois. Et il a alors lancé un appel à soutenir, au fond, les artistes ukrainiens, et il a projeté une petite vidéo qui dure 1 minute, une vidéo que Ella avait réalisée alors qu'elle était au 5e jour de la guerre, après avoir écrit un poème, une vidéo dans laquelle elle lit un très court texte en ukrainien, la traduction en langue française, ça dure 1 minute, 1 minute 30, et 3 mots pour dire « Nous sommes là, nous allons rester là, nous allons nous battre pour la liberté et le bien du monde entier ». Et puis après, clap de fin, écran noir, et vous vous retrouvez avec ces paroles qui résonnent dans votre tête. Pour moi, ça a résonné si fort que j'ai demandé à ce metteur en scène franco-ukrainien s'il avait le contact téléphonique d'Ella. Et dans la nuit qui a suivi, j'ai commencé à imaginer un livre. J'ai commencé à voir le livre qui est là maintenant sur cette table. Et donc, dès le lendemain, j'ai envoyé un SMS à Ella. Le miracle s'est produit parce qu'elle l'a reçu, elle m'a répondu. Et au bout de 2 ou 3 jours, nous nous sommes dit, voilà, nous allons mettre en place, au fond, une sorte de corridor humaniste. Il y a des corridors humanitaires. Alors nous allons mettre en place un corridor humaniste pour faire sortir des poèmes en langue ukrainienne, des poèmes de résistance. C'était ça notre idée au départ. Métaphoriquement, j'allais dire, Ella les apporterait à la frontière et moi je les récupérerais de l'autre côté, avec l'objectif de bâtir ensemble une anthologie bilingue, la première anthologie bilingue de la poésie ukrainienne, au départ j'allais dire de résistance. Alors ça a démarré comme ça. Pour moi, j'avais aussi immédiatement un nombre dans la tête, 24. La guerre avait éclaté le 24 février. 6 mois plus tard, donc c'est vraiment l'hémisphère d'une année, eh bien vous avez le 24 août, 6 mois plus tard, la fête nationale ukrainienne. En envahissant l'Ukraine le 24 février, c'était une manière de dire, et ça je me suis étonné qu'aucun média français ne l'ait dit, eh bien, voisins ukrainiens, dans 6 mois, vous n'existerez plus. C'était ça, le message. Et je me suis dit, il faut lever une armée de 24 poètes. Voilà. Ouais. Et là, on aurait préféré qu'il y en ait 240. Hein mais j'ai posé ça comme une sorte de dogme de départ en disant 24 aussi, 24 poètes avec des corpus assez importants. En édition bilingue, c'est déjà un énorme travail. Parce qu'il s'agira de les collecter, de les rassembler, de les traduire, de les éditer et d'être au rendez-vous du 24 août 2022. Ce livre doit être en librairie le 24 août. Donc nous sommes embarqués dans un travail un peu dément, je dois dire, un peu fou. Au bout de 5 ou 6 jours, elle m'a dit si tu ne mets pas en place une putain de méthode de travail, on ne va jamais y arriver. D'abord parce que là, moi, je peux me prendre un missile, le travail peut être perdu, etc. Il faut trouver les moyens d'être en connexion permanente. Donc on a tout utilisé, hein, WhatsApp, Messenger,
les mails, etc., le téléphone. Et puis, on a travaillé en mettant nos traductions, les traductions d'Ella, sur un cloud, de façon à pouvoir les récupérer à tout moment. Et on a commencé à travailler ensemble, et puis ça ne s'est pas arrêté. Bah, bravo, et je dois préciser qu'il y a un texte au début de l'anthologie où on voit vos échanges comme ça, et c'est vraiment, c'est très émouvant, mais c'est très fort, et c'est vraiment intéressant de vous voir travailler ensemble. Mais justement, j'aimerais qu'on réfléchisse un peu à cette notion de résistance ou d'activisme littéraire, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, toutes les deux, à quel point c'était important de continuer à écrire, alors qu'on pourrait penser que, bien au contraire, c'est totalement superflu, la poésie notamment pourrait paraître superflu en temps de guerre. Et pourquoi c'est important cet activisme littéraire? Et là, pour moi, c'est devenu évident peut-être une semaine après le début de l'invasion, parce que en tant que poète, mais aussi en tant que traductrice, j'ai commencé à recevoir beaucoup de demandes de mes amis étrangers pour mes poèmes, pour mes traductions aussi d'autres poètes ukrainiens. Pour les nouveaux poèmes écrits pendant cette guerre à grande échelle, sur cette guerre. Donc j'ai vu un intérêt immédiat à la poésie ukrainienne partout dans le monde entier. Et j'ai compris que c'était en fait un moyen de communiquer avec le monde, d'expliquer ce qui se passe, de l'expliquer d'une manière peut-être particulière, parce que la poésie n'est pas un témoignage direct, ce n'est pas un reportage, c'est quand même un regard plus subjectif, mais c'est aussi un regard très, très direct, qui va du cœur et qui est très émotionnel, et qui peut permettre de comprendre ce qui se passe d'une manière très très subjective, mais aussi très de ressentir ce qu'on vit actuellement. Mais aussi la poésie est un prétexte de parler d'autres choses, d'expliquer que la Russie a toujours essayé de supprimer la culture ukrainienne, la langue ukrainienne, de présenter la culture ukrainienne comme une culture de niveau très bas, qui n'est pas vraiment, qui ne mérite pas d'être traduite, d'être connue par les étrangers. Et donc pour moi, faire cette anthologie, faire beaucoup d'autres traductions pour les revues, pour les sites internet, était un prétexte aussi de dire qu'on est là, qu'on se bat, et que notre culture persiste. Donc voilà, bien sûr, maintenant le front le plus important, c'est quand même en Ukraine, à l'est et au sud. Mais si on n'explique pas ce qui se passe au niveau culturel, si on ne parle pas de ça, si on ne raconte pas que la culture ukrainienne n'est pas née avec la chute de l'URSS, que la culture ukrainienne n'est pas une culture post-soviétique, c'est une culture qui a des traditions très très anciennes, ça devient moins profond. Et pour moi, la poésie est un prétexte d'expliquer tout ça. Voilà. Ben oui, c'est une situation particulière, parce qu'effectivement, c'est pas seulement défendre des auteurs ou des auteurs menacés, c'est défendre une langue. Et c'est aussi important finalement. Exactement, oui. Ella et son mari qui est là présent, ils font aussi la chaîne YouTube qui raconte la culture ukrainienne pour les Ukrainiens aussi, parce qu'il y a pas mal de gens qui se sont convertis, qui étaient russophones, qui ne savaient rien, qui étaient très soviétiques ou post-soviétiques, qui découvrent maintenant la culture ukrainienne telle qu'elle. Merci beaucoup pour ce produit culturel, moi j'adore. Alors, pourquoi moi je continue à écrire pour ne pas devenir folle, je crois. Donc là, parce que on s'est trouvé, notre génération, donc il y a des Ukrainiens ici, des Ukrainiens qui comprennent de quoi je parle. On a vécu déjà 2 révolutions et une guerre. Donc,
là, peut-être, ça c'est, pour nous, la guerre a commencé en 2014 en fait. Donc là, c'est déjà pas mal. Mais si avant on pouvait toujours dire que moi je suis personnage ordinaire dans des conditions ordinaires, tout d'un coup, tu restes un personnage ordinaire, mais les événements te bouleversent. Et donc, comme ça, il y avait plein de réactions parmi les gens, parmi les poètes, parmi les écrivains, parmi les gens ordinaires. Donc, il y avait ceux qui étaient comme des maniaques. Je suis en action, 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 je veux faire le bénévolat. Il y avait les autres qui juste pleuraient, qui restaient immobiles, qui n'arrivaient pas à se lever, qui étaient bouffés par la dépression parce que tu sens l'impuissance. C'est incroyable, en fait. Qu'est-ce qu'on ressent en étant ukrainien? Même en étant très très loin de l'Ukraine, tu es tellement lié à ta nation, à ta culture, à tout ce qui se passe là-bas, que tu te sens menacé. Même si tout est bon, les gens boivent leur café sur les terrasses, tout est sécurisé, tes enfants doivent pas venir au sous-sol quand il y a l'alarme aérienne. Mais non, tu te sens menacé quand même. Donc nous, notre famille, on était vraiment en action. On a dit venez nombreux, tout le monde. Du coup, on a hébergé une famille ukrainienne pendant très longtemps. Et ça, c'était bien. Il y avait vraiment les choses qui me brisaient le cœur. Le petit garçon de 6 ans qui vient dans ma cuisine, qui voit une bouteille de vin, il dit « Ah, regarde, cocktail Molotov ». Donc là, c'était vraiment donc, les choses il faisait les fusils à partir de Lego tout le temps. Et c'était vraiment bouleversant. Surtout après, il y avait les nouvelles de Boucha et d'Irpin. Ça, c'est vraiment comment on peut parler, comment on peut écrire après quelque chose comme ça. C'était la même chose, comment on peut écrire après Auschwitz. Donc là, c'était vraiment, on a ressenti quelque chose comme ça. Et un jour, j'ai compris, comme beaucoup d'écrivains, j'arrivais pas à écrire, donc parce qu'on faisait plein d'autres choses, les collectes, l'aide, voilà, donc bon, vous comprenez de quoi je parle. Mais après, un jour, j'écris un truc tout bête, genre quelques lignes. Et je sentais que j'allais mieux. Donc là, vraiment, je sentais que j'allais mieux parce que les pensées, ces structures, tu peux écrire des choses simples, genre il faut que j'achète celle-ci, il faut que je me calme, il faut que j'appelle à maman, ceci, cela. Et j'ai compris qu'il y a la magie, qu'il y a vraiment cette force. Et ce que je fais après, je fais le cours de l'écriture thérapeutique pour les gens qui n'étaient pas écrivains. Donc j'ai ciblé surtout les personnes déplacées, les personnes qui se sentent pas en sécurité, qui sont toutes les femmes qui devaient fuir avec les enfants. Donc ça c'est genre les femmes qui avant étaient en Turquie, en Égypte, peut-être all inclusive. Et là tu te trouves dans la situation où tu dois mettre toute ta vie dans une seule valise. Comment choisir ton livre préféré? Comment choisir les objets qui tiennent à ton cœur? Et donc, toutes ces femmes dispersées partout dans le monde entier, je voulais faire quelque chose pour elles. Et donc, j'ai lancé le cours d'écriture thérapeutique où on travaillait les émotions très très fortes, comme impuissance, ou comme peur, ou comme inquiétude. Il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient contre la perte de joie, ou tu peux pas, l'incertitude, tu peux pas faire les plannings, tu sais pas quand tu dois rentrer. Et donc, on écrivait des textes. On a lancé, c'était en ligne. Moi, donc c'était mois de juillet. Ce que j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de textes qui étaient vraiment super. C'était très fort, c'était toujours très sincère, c'était très touchant. Et en fait, on a dérivé dans quelque chose. J'ai fait le deuxième cours pour les écrivains. Maintenant, on va publier chez mon éditeur la collection de textes, voilà, écrites par ces femmes en ce cours-là. Et ça, c'est vraiment le pouvoir de l'art, de la littérature. On peut le voir juste comme ça. Ouais, mais est-ce qu'on écrit différemment aussi bien sur les thématiques que dans la forme, je sais pas. Je crois que oui. J'ai juste répondu. Je passe. Moi, je viens d'envoyer un petit texte chez Deutsche Welle pour qui j'ai écrit comme pigiste. Et il me dit, mais t'es différente aujourd'hui. Parce que d'habitude, je suis, ok, d'accord, tout est cassé, mais on va se ressembler. Et moi, j'ai écrit ce texte dont j'ai parlé après la visite à l'hôpital militaire ici à Paris. Et je trouve pas le message super optimiste. Je peux juste pleurer et je peux juste me mettre sur la position de maman d'un soldat de 21 ans. Donc il y a certaines questions qui n'ont pas de réponse aujourd'hui. Et c'est ça aussi d'accepter qu'il faut les trouver après, les réponses. Donc je crois que oui, on écrit différemment parce que c'est l'événement. On est toujours nous ordinaires avec nos hypothèques, avec nos voitures, avec nos impôts. Mais la situation est bouleversante, donc il faut vivre avec. Je suis d'accord que l'écriture était surtout thérapeutique pour moi aussi.
Comme je dis, au 5e jour de la guerre, je me suis souvenu que j'étais poète et du coup, ça m'a aidé à travailler avec mes émotions. Mais à vrai dire, oui, bien sûr, la guerre s'est introduite dans ma poésie qui n'avait pas été là avant. Donc c'est ça ce qui a changé. Puis j'ai écrit, peut-être j'ai écrit quelques textes en sachant que ce seront les textes que j'envoie à des éditeurs, aux revues étrangères. Donc, dans ces textes-là, j'essayais peut-être d'insister sur certains faits, sur certains sentiments, d'expliquer un peu ce qu'on ressent. Mais après, je ne dirais pas que pour moi, mon écriture a beaucoup changé. Parce que j'écris toujours sur mon vécu, sur mon expérience. J'écris toujours sur ce que je vois tout autour. Et je ne suis pas sûre que ça a changé pour moi. Mais si on parle plus globalement de la littérature en Ukraine, je dirais que ça a commencé bien sûr en 2014 avec le début de la guerre, mais ça s'est renforcé maintenant que ce que je viens de dire, que beaucoup de gens qui ne sont pas poètes ont commencé à écrire la poésie, mais pas que. Et il y a même plusieurs anthologies maintenant en Ukraine qui sont en train d'être préparées pour la publication avec les poèmes des amateurs qui décrivent leurs émotions, leur expérience de cette guerre. Et aussi beaucoup de soldats aussi. Donc, je dirais que c'est ça ce qui a peut-être changé. On a beaucoup plus de la poésie, de la littérature sur la guerre. Mais bien sûr, les romans sur la guerre, ça a besoin du temps et du recul. Mais la poésie, elle est là, elle jaillit d'un moment et c'est... Il y a énormément de poésie sur la guerre maintenant. Mais est-ce qu'il y a une spécificité de la poésie ukrainienne dans sa forme? Parce que nous, on a l'idée des poésies françaises, je ne sais pas, est-ce que c'est très différent J'écris sur ce sujet un peu dans la préface du livre. Et c'est la question qu'on s'est posée pendant le travail sur cet ouvrage. Parce que bien sûr, il y a toujours les problèmes de traduction, les difficultés de traduire une réalité, un mot, une image, une métaphore. Mais il y a aussi la forme, je crois, qui est un peu différente, parce qu'en Ukraine, la poésie rythmée est toujours très forte. Très populaire. Il y a beaucoup de poètes, bien sûr, il y a beaucoup de poètes qui écrivent des vers libres, mais aussi beaucoup de poètes qui écrivent de la poésie rimée. Et par contre, quand on a commencé à travailler, Bruno m'a dit que du coup, en France, ce n'est plus vraiment très... Voilà, ce n'est plus ça. Et nous avons décidé quand même de traduire les poèmes rimés avec le rythme et les rimes, même en français, justement pour montrer la forme et la musicalité. Je crois que c'est peut-être, si on réfléchit sur les raisons, c'est d'un côté, c'est peut-être l'amour particulier des Ukrainiens au chant, à la chanson, à la musique, mais aussi c'est la particularité de la langue, parce qu'en français, c'est plus difficile de trouver une rime qui serait originale. Par contre, en ukrainien, avec les flexis, les formes synthétiques, avec les cas, les déclinaisons, comme j'ai dit à Bruno, les poètes n'ont simplement pas encore épuisé toutes les rimes possibles. Quelle chance.
drôle de truc parce que là, je crois que ça existe. N'importe qui peut écrire le truc par aimé, essaye d'écrire aimé. Donc c'est toujours un peu comme ça. Mais moi, par exemple, je disais stop au poème parce que je sais pas. Donc c'est très bien si vous avez trouvé de bons textes, mais d'habitude, quand les gens, bon, pas d'habitude, mais je crois que c'est le gros pourcentage. Toi, tu connais mieux que moi. Tout ce que les gens écrivent, c'est très, quand c'est amateur, c'est pas terrible. Donc, il vaut mieux rester dans la prose sincère. Là, il y a moins de chances de. Alors, quand nous avons eu une discussion avec une des poètes, Ariana Gladden, qui fait partie de notre anthologie, je lui ai demandé la même question. Est-ce que ta poésie a changé? Et elle m'a dit qu'en fait, oui, pour elle, ça a changé. Elle avait un langage plutôt métaphorique. Et quand elle commençait à écrire pendant la guerre, elle ne pouvait plus écrire comme ça. Donc, sa poésie est devenue très concrète. Et ça, ça arrive aussi pour quelques poètes. Il y a aussi une autre chose, c'est en fait quand on essaye d'écrire ce qu'on écrit pendant la guerre, c'est difficile de répondre. Et en Suède, quand on publie des livres maintenant, on écrit de la poésie documentaire, un roman documentaire. Ça, on va très bien, n'est-ce pas, Maya? Et ça, c'est plus juste en fait, parce que comme vous êtes en train de dire, les gens ont besoin de s'exprimer. Il ne faut pas les juger. Alors, si on va dire, c'est ça la littérature ukrainienne, on n'est pas sûr. Bon, on sait très bien que c'est la littérature qu'on écrit pendant la guerre. Mais vous deux, donc, j'aurais la même question pour Bruno Doucet tout à l'heure. Vous avez fait cette anthologie, vous avez découvert, j'imagine, des auteurs et des autrices que vous ne connaissiez pas. Vous avez fait ça uniquement par humanisme ou vous êtes tombé sur des auteurs et des autrices qui deviennent importants pour vous, qui vous ont bouleversé, qui sont... Tout à fait. Racontez-nous un peu votre rencontre avec la littérature ukrainienne. Parce que, quand je vous l'ai expliqué, on était en contact avec Pen Club des Ukrainiens et c'est quand même des gens très sérieux. Je veux dire, le président, c'était Kolkov et on a Volodymyr Yamelenko, Irina Karpa et autres. Donc, moi, j'ai été frappée par la lucidité. Je veux dire, c'était des textes très, très forts et vraiment, j'étais très, très, très étonnée. Parce que moi, je travaille avec la littérature du monde entier. Donc, ça m'a étonnée. Et je sais très bien maintenant qu'il y a une culture très vaste en Ukraine. C'est pas comme Belarus, par exemple, parce que je travaille avec le poète Dmitri Strotsev, avec qui j'ai eu des discussions et il m'a essayé de m'aider aussi parce qu'on ne savait pas trop grand-chose. Et il m'a dit, écoute, Khouloud, alors, vous allez travailler avec nous, votre groupe. Eh bien, nous, on a la capitale, voilà. Là, il y a la littérature qui est vraiment bien, mais en Ukraine, c'est autre chose. On a des îles littéraires partout. Et ça, j'ai découvert. Et aussi, on a essayé, en fait, d'être un peu juste dans notre anthologie, qu'il y a des écrivains qui viennent plupart je veux dire, il y a des écrivains de Kiev, Butcha et autre part. Comme ça, on peut voir que c'est pas seulement très, très centré. Mais en général, c'est des textes très forts, très lucides. Maya? Je pense ce qui m'a frappé aussi avec le texte d'Irena et aussi de Oleg Mikhailov, on va peut-être lire un extrait en suédois, malheureusement. Mais je pense que c'est vraiment la lucidité et la présence d'esprit, ce qui n'est pas évident quand même, d'écrire dans un état où rien n'est évident, rien ne va plus, et de réussir quand même à créer quelque chose de très beau et à la fois de très présent. Ça m'avait vraiment frappé avec les textes, parce que c'est pas rien quand même de créer quelque chose qui est à la fois littéraire et à la fois documentaire. Je pense que ça doit être le plus difficile à faire. Et en plus, quand c'est maintenant, parce que de la littérature, il va y en avoir aussi de la littérature dans 20 ans, mais là c'est maintenant.
Et ça, je trouve, c'est très très fort. Donc, malheureusement, c'est en suédois, mais c'est vraiment des textes. Si vous pouvez nous lire un petit extrait toutes les deux de oui, donc ça va être en suédois. Je ne sais pas combien de gens parlent suédois, mais on peut un peu donner un peu l'historique de texte, peut-être juste présenter le. Tu veux commencer à lire ton texte? Je dois dire aussi qu'il y a des textes qui sont en anglais sur le site PenUp, si vous voulez. Je vais le trouver déjà. 50 quelque chose. 50. Voilà. Donc là, un peu tout comme le texte d'Irena que vous allez entendre en français, c'est Oleg Mikhailov qui a commencé à tenir une sorte de journal. Et ça commence le 24 février. Et donc déjà là, ça en dit quelque chose, c'est qu'on se met à écrire tout de suite. Enfin, il se met à écrire tout de suite. Et donc malheureusement, c'est en suédois, mais je vais juste lire un petit extrait pour ceux qui comprennent le suédois. 41 dagar, 24 februari. For the record. Vi vaknade klockan 5 i morse till ljudet av artillerield. Enligt lagen om alltings jävlighet var både dricksvattnet och cigaretterna slut. Jag gick ut. Hundägare och deras skyddslingar såg fördömande på alla med kappsäckar. Och det är helt rätt. För i själva verket kan man inte fly någonstans. Växlingskontoren är stängda. Vid bankomaterna och vattenposterna är det kö. Jag trängde mig in på supermarketen, men där var kön lika lång som hela butiken. Jag kom att tänka på kiosken som sålde alkohol och cigaretter på innergården till ett av grannhusen. Men nu fanns där ingen. Framför mig stod en flicka med en fickhund och köpte melankoliskt ett paket hits och kaffe. Jag köpte cigg och vatten. Kaffe har jag. Varken jag eller den här tjejen flyr någonstans. Det här är vårt hem. Moi, j'ai choisi un poème, mais il est écrit en fait 2018 pour montrer que la guerre a commencé il y a longtemps. Eh bien, je l'ai trouvé, c'était 69 kanske va? Yeah. Et c'est Iakiva qui habite à Kiev. Et alors, en suédois, désolé. Har vi varmt krig i kranen? Har vi kallt krig i kranen? Är vi verkligen helt utan krig? De lovade ju att det skulle komma tillbaka i eftermiddag. Jag såg meddelandet med egna ögon. Kriget kommer att vara tillbaka klockan 14.00. Och nu har det redan gått 3 timmar sedan kriget försvann. 6 timmar sedan kriget försvann. Och hur blir det om kriget inte kommer tillbaka på hela dagen? Utan krig blir ingen tvätt. Ingen matlagning. Inte ens en enkel kopp te att smutta på. Och nu är det 8 dagar sedan kriget försvann. Vi luktar illa. Våra hustrur vill inte ligga i samma säng som vi. Våra ungar konstar och har glömt hur man ler. Hur kunde vi inbilla oss att kriget aldrig skulle ta slut? Och nu, nu blir vi tvungna att gå runt till våra grannar. Jag slutar där, för jag är klar. Bruno Doucet, j'aimerais bien que... Juste, ça donne envie de regarder un bon thriller suédois. Donc, on a l'impression d'être sur Arte dans les séries. Oui, vous aussi, je ne sais pas si vous avez découvert des auteurs et des autrices qui sont devenus importants. Et il y a aussi un truc que j'aimerais que vous nous expliquiez, c'est que j'étais surprise de ne pas voir que des auteurs d'aujourd'hui. Vous êtes remonté dans le temps. Alors j'ai plusieurs choses à vous dire pour me resituer sur
différents points de la conversation qui vient de s'écouler. Trois choses, l'objet, la langue et le pays. Alors déjà sur l'objet, vous évoquiez tout à l'heure la manière dont la guerre déplace les habitudes de langage des écrivains. Elle déplace aussi les habitudes de travail des éditeurs. C'était très fortement le cas pour moi. D'une part parce que j'étais enragé à l'idée de faire ce livre, au point que s'il avait fallu vendre la bibliothèque pour le financer, je l'aurais fait. Mais surtout, nous avons changé l'identité graphique de la collection. On a créé une rupture totale, c'est-à-dire on a, voilà, non seulement c'est les couleurs du drapeau ukrainien, mais voilà, il y a quelque chose qui peut rappeler même peut-être le futurisme ukrainien dans la manière d'avoir travaillé la typographie, etc. Donc un objet différent de tout ce qu'on avait fait jusqu'à présent, un papier différent, parce qu'on s'est rendu compte que le Munken, qui est le papier qu'on utilise, qui est un magnifique papier norvégien, eh bien, suédois et norvégien, bon, suédois, mais il vient quand même d'arbres qui sont en grande partie élevés en Sibérie. Donc ça m'était paru complètement impossible que d'une manière ou d'une autre, ce livre puisse, de façon presque infinitésimale, soutenir l'effort de guerre de la Russie. Donc on a changé de papier, on a trouvé un autre papetier. Bon, voilà, j'ai même appelé là en lui disant « aide-moi à trouver un papetier ukrainien ». On n'a pas trouvé. Hein. Voilà, donc ça déplace nos habitudes de travail. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. La deuxième chose, la langue. D'abord, une des questions qui revenait sans cesse dans nos échanges, c'est qu'allions-nous faire de la langue russe, puisqu'il y a des poètes ukrainiens russophones? Allait-on publier une anthologie multilingue? La réponse a été ferme, radicale, malgré de longues discussions. Non, il s'agirait d'une anthologie ukrainien à gauche, français à droite, avec un miroir de pages bien travaillé, de façon à ce que les deux textes soient en équilibre parfait. Se posait quand même la question, au moins pour deux poètes, qui sont des poètes importants, qui écrivent ou qui écrivaient en russe, Boris Kersonsky, et tu as remarqué qu'à partir de 2014, ce grand écrivain a abandonné la langue russe au profit de la langue ukrainienne, ce qui était un acte de courage considérable, parce qu'il a, j'imagine, perdu une partie de son lectorat. Et puis, Ludmila Kersonsky, elle, a écrit des textes qui sont extrêmement virulents, mais nous avons décidé de les traduire en ukrainien avec son autorisation. C'est là qui s'en est chargé, et de la publier en ukrainien d'abord. Hein, voilà. Et puis nous avons entrepris un travail de translittération ukrainienne, on peut dire les choses comme ça. C'était un travail difficile, enfin, c'est là qu'il a fait ce travail. On l'a commencé par ton nom, hein. On a modifié l'orthographe de ton nom, et puis on n'a pas cessé de le faire sur tout le livre. Et quand on a réédité ce livre, parce que le premier tirage a été assez vite épuisé, on a encore poursuivi ce travail. Et j'enrage d'entendre, aujourd'hui par exemple, j'écoutais à la radio pour avoir des informations sur ce qui s'est passé avec le barrage, mais j'entends encore les journalistes français parler de Kiev, du Dniepr. Je suis consterné par ça, parce que je trouve que c'est presque une position politique dont ils ne se rendent même pas compte. Alors quand on ajoute en plus qu'on ne sait pas d'où viennent les tirs qui ont brisé ce barrage, bon, il y a un problème. Donc nous, on a voulu avoir une position qui était extrêmement claire, totalement claire. De découverte aussi des auteurs. Et nous sommes partis de la scène contemporaine. Il y a sur ces 24 auteurs, une douzaine d'auteurs qui sont nés avec la démocratie. C'est la génération d'Ella, même si elle est la benjamine de l'ouvrage. Et puis nous avons remonté le temps. Une deuxième section nous emmène avec cette génération, on va dire la mienne, qui est une génération qui s'est trouvée au pied du mur, au sens propre et au sens figuré du terme. Et puis nous avons continué avec les voix de la dissidence, la Renaissance fusillée, ces voix du renouveau poétique au début du XXe siècle avec deux figures majeures, dont Michael Semenko, que Ella après a ensuite invité à l'intérieur de son livre, on y reviendra peut-être tout à l'heure, pour aller en poussant, en remontant le fil, c'est comme un arbre. On est rentré sous terre, on est parti vers cette génération des poètes disparus, et on remonte le temps
pour aller jusqu'aux racines du 19e siècle avec deux grandes voix, Lesia Ukrainka, elle a pris le nom de son pays comme pseudonyme, et puis Taras Shevchenko, qui est la grande figure emblématique de la nation. Mais je vous assure que si on ne s'était pas limité à 24, on continuait à remonter le temps. Et j'entends Ella penser, oui, il va falloir faire une deuxième édition augmentée. Hein. Deuxième volume. Je te suis. Voilà. Et donc, ça nous mène à la troisième question, qui est celle du pays, en fait. Et ce que je voudrais dire très très simplement, c'est que nous écrivons pour un pays, nous traduisons pour un pays, nous publions pour un pays. Et pour comprendre ce qui se passe, je crois, aujourd'hui, il faudrait se dire que nous sommes face à un segment de l'histoire contemporaine que l'on comprend si on le compare par exemple à ce qui s'est passé entre les guerres coloniales menées par la France et ensuite la décolonisation. Et bien là, nous avons la même chose, mais dans un même espace-temps. Ce qui s'est passé pour nous, Français, par exemple avec le Maghreb, l'Algérie, l'Afrique noire, en 150 ans, se passe là, dans le même lieu et au même moment. C'est-à-dire une guerre coloniale, archaïque, primitive, une guerre d'expansion territoriale, et en même temps, l'émergence d'une culture, d'une littérature, d'une poésie issue de la décolonisation linguistique. Donc, pour un éditeur, pour un intellectuel d'aujourd'hui, travailler sur ce champ, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que, et ça vaut vraiment la peine, on se donne les moyens de le faire, parce que ce que nous sommes en train de faire tous ensemble, et puis d'autres le font déjà, d'autres éditeurs, d'autres écrivains, d'autres traducteurs se mettent au travail, c'est faire en sorte qu'il y ait un jour, dans toutes les librairies, un rayon de littérature ukrainienne, qui n'existe nulle part aujourd'hui. Voilà. Et quand vous dites, on entend cette idée de résistance et d'activisme dont on a un peu parlé, j'aimerais qu'on parle de l'activisme et de la résistance justement par ici ou par les d'autres éditeurs, d'autres écrivains. Je ne sais pas, en Suède, à part cette anthologie, il s'est passé d'autres choses et j'ai l'impression que les écrivains suédois, peut-être, Maya pourra nous en dire Oui, deux mots. le travail Qu'est-ce qui se continue. passe? Ouais. Alors, il y a des traductions, plusieurs traductions avec mon collègue Mikael Nordal. Et il y a plein de livres qui sont sortis maintenant. Et on a aussi, sur une université qui s'appelle Vorland, on a commencé un cours de traduction pour la langue ukrainienne en suédois. Et bien, on a découvert que c'est important. Il y a aussi beaucoup de théâtre qui se fait. C'est aussi Mikael Nordal avec le Théâtre national de la Suède, Dramaten. Et on a eu beaucoup de lectures qui se passent partout dans le pays. Et donc, oui, le travail continue. Oui, je pense que pour les auteurs suédois, on est très engagés. Je pense pouvoir dire ça, qu'il y a un engagement particulier et que peut-être que maintenant on doit se dire aussi que c'est dans la longueur parce que il se passe toujours énormément de choses dans les médias. Mais l'année prochaine, comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Mais effectivement, par exemple, cette autre anthologie qui n'est pas là, mais qui était un projet d'anthologie d'écriture de soutien pour l'Ukraine. Et je pense qu'il va y en avoir d'autres aussi, que ça va continuer et puis c'est un travail aussi parallèle parce que c'est un travail à la fois de soutien littéraire et puis il y a les autres formes de soutien aussi. Et je pense qu'on est tous en train d'essayer de naviguer entre ça, entre son engagement littéraire et un engagement peut-être plus concret, de recevoir recevoir quelqu'un dans sa famille, par exemple, recevoir de l'espace mais je pense que j'ai été frappée et agréablement surprise par cet engagement très politique, en fait, qui est nouveau pour la Suède, je dirais. Qu'on n'est plus on n'est plus neutre du tout. Voilà. Oui. Et en France? Alors en France, la situation elle est un peu différente. D'abord, on est beaucoup plus loin de la ligne de front. On a toute la Mitteleuropa là qui fait écran. On a aussi le temps qui nous
donne l'impression d'être bien protégé. On a le regard tourné vers l'Ouest, beaucoup. Et pourtant, on a connu des guerres. Hein. Vous n'avez pas connu de guerre depuis très longtemps. Mais nous, on n'a jamais... changé, là. Ça a changé peut-être. Nous, on n'a jamais cessé d'être en guerre. Aussi longtemps qu'on remonte, l'histoire de nos générations, des générations qui nous précèdent, il y a des guerres. Voilà. Quant à la situation des écrivains, des intellectuels, moi j'ai l'impression que il y a eu une empathie populaire magnifique, elle est un petit peu retombée, on le sent quand même. Probablement la crise énergétique, les difficultés sociales inhérentes à notre pays ont-elles joué leur rôle là-dedans, mais je crois qu'il y a autre chose. Il y a beaucoup d'intellectuels qui sont mes amis, ou qui pourraient être en moi même, qui ont une sorte de conflit de loyauté à l'égard de l'ex-Union soviétique. Et ça, je le sens. Je sens que c'est un courant qui est à l'œuvre, très fortement à l'œuvre dans les milieux intellectuels et littéraires. Alors ça ne se révèle pas comme ça dans les discours de surface, mais c'est quand même quelque chose qui est un lieu de résistance. Alors ça va donner quoi? Ça va donner des envies de publier des anthologies pour la paix, dans lesquelles on renvoie par exemple dos à dos les deux impérialismes. C'est donc l'impérialisme américain et l'impérialisme russe. Quel est le sens de cela aujourd'hui? Voilà, je me pose la question. J'étais par exemple assez surpris de voir une revue magnifique publiée à la fin, la revue Europe. Dans une des dernières livraisons, je crois que c'était au mois de mars, il y avait la traduction d'un auteur ukrainien dans les dernières pages, mais il faut arriver à la 400e page pour le trouver, et ça ne figure pas dans le sommaire. Donc je me suis demandé pourquoi. Voilà. Est-ce que c'est un acte manqué? Est-ce que c'est un oubli? Est-ce que c'est une erreur éditoriale? Ou est-ce qu'il y a une intention là derrière? Et laquelle? Voilà. Chacun répond comme il le veut. Mais moi, je vois ces lignes de résistance, mais qui sont liées aussi à des choses qui sont très importantes pour nous, qui sont que, faut jamais oublier que la résistance, ce fut pour nous la résistance avec un grand R, celle de la Seconde Guerre mondiale, de la lutte contre le nazisme, de l'engagement des écrivains communistes et du rôle absolument éminent qu'ils ont joué pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça continue à infuser nos consciences et quelque part ça vient nous prendre à rebrousse-poil, ça nous oblige à effectuer une espèce de petite révolution copernicienne. C'est pas la même que la vôtre en Suède, mais il y a quand même quelque chose là qui doit basculer, qui doit tourner, parce que sinon on restera prisonnier d'idéologies qui sont inadaptées au monde d'aujourd'hui, quoi. J'aimerais pour terminer qu'on revienne un peu au travail d'Irena et d'Ella. Il y a quelque chose qui m'a surpris, mais peut-être c'est pas surprenant, c'est que vous êtes toutes les deux, si j'ai bien compris, chanteuses et musiciennes. Et à un moment donné, dans les explications, vous racontiez à quel point c'était important le chant et la musicalité dans la poésie ukrainienne. Alors je ne sais pas si vous êtes des exceptions et qu'on vous a réunis par hasard, ou est-ce que c'est lié, cette espèce d'interdisciplinarité? Les organisateurs. Non, je ne sais pas, est-ce que c'est, sincèrement, dans la culture ukrainienne, est-ce que c'est lié, le fait d'être et chanteuse et poète, et musicienne et poète, est-ce que c'est lié? Je crois qu'on est tous un peu les gens de la Renaissance, donc tu fais tout ce que tu peux faire, donc tu prends plaisir, tu as la passion quelque part. Si pour quelqu'un se faire des chemises brodées, ils vont faire au fond, donc là à fond, ils vont faire les chemises brodées. Pour moi, c'était toujours comme ça depuis le début. Je crois que moi, je comprenais à partir de mes 3 ans que je veux devenir écrivaine, parce que j'adorais raconter les histoires et les enfants m'écoutaient. Donc là, c'était très très clair. Après, j'ai chanté, mais ma mère me disait « Ah non, 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 tu sais pas chanter. Ton père, oui, et toi, non. Donc ne le fais pas. Après, avec ta physique, non, pas de chance sur la scène. » Et quand même, j'ai choisi la musique de rock. Donc j'ai décidé que là, on peut quand même faire tout ce qu'on peut faire. Et donc, c'est comme ça. C'est juste, ce sont les moyens d'expression, c'est très différent
Donc, et la sensation quand tu es sur la scène, je crois que les poètes, quand vous racontez, quand vous lisez les poèmes, c'est quelque chose que moi, en performant avec la musique, avec mon groupe, etc., etc. Mais on a des cas comme ça. Il y a Serhii Jadan qui est maintenant peut-être plus connu. Ça, c'est un phénomène parce que Serhii Jadan, il a, je sais pas, il a quel âge maintenant, environ vers 50 ans. Il est super populaire chez les teenagers, chez les adolescentes qui ont aucune idée que c'est un poète. Ils croient absolument que c'est un musicien. Donc là, il y a vraiment des phénomènes. Et quand même, il a commencé assez tard en tant que chanteur. Voilà. Pour moi, c'est la musique a toujours été là. Mes parents sont musiciens, mais ils n'ont jamais voulu que je devienne musicienne professionnelle. Et du coup, je suis devenue poète. Parce que les musiciens ne gagnent pas beaucoup d'argent et je suis devenue poète. Mais je faisais de la musique dès l'enfance, dès mes 4 ans. Et je crois que quand on fait de la musique quand on est petit, on ne peut jamais abandonner. Ça reste. Je ne suis pas une musicienne professionnelle, mais oui, je chante. J'avais eu aussi un groupe de rock. Puis maintenant, j'ai un projet électronique, mais pour moi, c'est quelque chose qui est nécessaire pour moi-même, dont j'ai besoin. Et puis, je m'en fiche un peu si quelqu'un m'écoute comme ça. Oui, c'est juste la passion. Et oui, ça a quelque chose à faire avec la poésie, avec la performance aussi. Mais je ne sais pas si c'est plus courant en Ukraine qu'en France. Ça arrive. J'aimerais je voudrais juste préciser qu'on trouve sur YouTube, pour toutes les deux, on vous trouve et on trouve. Et je crois qu'on trouve aussi ce petit film dont vous avez parlé, Le 5e jour de la guerre, on le trouve sur YouTube. Parlez-nous quand même de ce petit recueil qui vient d'être publié, je crois, au mois de mai, que vous avez en main, je crois. Voilà. Enfin, pas si petit que ça d'ailleurs, mais c'est des textes anciens que vous avez écrits pendant la guerre, ou comment ça s'est passé? C'est un peu tout en même temps. C'est un recueil qui s'appelle Au cœur de la maison. Et l'idée de ce recueil est née justement après le début de la guerre, quand j'ai dû repenser la notion de la maison que je pensais perdue pour un certain moment. Pendant les premiers mois de la guerre, on était à Lviv avec mon mari, à l'ouest du pays. On a dû quitter notre maison pour ne pas être sous occupation ou sous les missiles. Et du coup, on ne savait pas si on pourrait jamais revenir, si on aurait où revenir. Et quand on est rentré, un des poèmes que je viens de lire en ukrainien, que je lirai en français, porte justement sur ce sentiment du retour à la maison, de retrouvailles. Et c'est là où j'ai compris que la maison, ce n'est pas qu'un endroit, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Et donc ici, il y a 3 chapitres. Il s'agit de la guerre, puis de la maison, et ce que signifie d'être chez soi. Et puis, le 3e chapitre, dans le 3e chapitre, il s'agit de la maison comme une métaphore de l'enfance. Une maison de campagne où j'ai passé pas mal de temps quand j'étais petite, chez mes grands-parents. Et cette maison qui est un peu à l'abandon maintenant, c'est un peu comme une enfance qu'on quitte en grandissant et la famille qui se décompose un peu, les gens meurent, d'autres gens quittent la famille et c'est un chapitre un peu nostalgique. Voilà. Et comment vous voyez l'avenir maintenant? Qu'est-ce que vous imaginez pour les semaines ou les mois? Rien. En Ukraine, on ne peut pas faire des projets pour la semaine prochaine. Je suis ici en France jusqu'à la fin juillet, en résidence à Saint-Brieuc. Je peux faire des projets jusqu'à fin juillet, je veux dire. Après, on rentre en Ukraine avec mon mari, on continue à travailler, c'est sûr. On continue avec nos projets, avec notre chaîne YouTube, avec mes traductions, je continue. Puis le bébé arrive à un moment donné, mais après on ne
peut pas vraiment faire des projets à long terme. Alors, voilà, mais une chose dont je suis sûre, que dans l'avenir, quelque part, il y aura la victoire. Parce qu'en Ukraine, on ne dit pas après la guerre, on dit après la victoire. Comment vous voyez l'avenir, les semaines ou les mois qui viennent? Nous, c'est sûr, elle a pris les mots de ma bouche, comme de la bouche de chaque Ukrainien ici présent, je crois. Donc là, c'est vraiment, on est tellement sûr qu'il y aura la victoire. En anglais, better sooner than later, parce que en fait, chaque jour que ça traîne, on perd des vies de nos concitoyens, on perd, vous avez vu tout ce qui se passe, les vies, les terres, les vies des animaux. Donc là, c'est très pénible. Donc chaque Ukrainien traverse beaucoup de douleurs chaque jour, et donc cette force, cette présence de bonne humeur, ça nous coûte quand même beaucoup. Donc vous avez vu la présence de l'humour, de tous les mèmes qui sont partout dans les réseaux sociaux ukrainiens, parce qu'on a besoin quand même de rire, de rigoler pour battre la peur. Et donc moi je suis persuadée qu'il y a beaucoup de changements dans la société ukrainienne aujourd'hui. C'est incroyable en fait, le moment dont on témoigne. Il y aura, dans le futur, je suis persuadée, il y aura moins de corruption. Donc, je suis persuadée, on va reconstruire nos villes à la façon moins dégueulasse soviétique. Et les gens vont être beaucoup plus conscients. Donc, tout le monde va parler ukrainien. Les gens vont apprécier notre culture. Les étrangers, je suis persuadée qu'ils ne vont pas dire Kiev, mais ils vont dire Kiev. Je comprends que c'est très difficile à prononcer en français. Déjà, ils disent Dnipro pour pas. Voilà, donc ça, c'est très bien. Mais en fait, moi, en mon cours thérapeutique, comment j'expliquais aux gens qui ne savent pas faire les plannings de futur, il ne faut pas dire, moi, je commence à faire ça, par exemple, le 3 juillet. Il faut dire, par exemple, quand la région de Kherson est libérée, je vais penser peut-être à revenir en Ukraine. Donc, c'est comme ça que c'est plus facile. Comme ça, tu ne rencontres pas la frustration. Parce que si tu t'approches la date et cet événement, c'est pas passé, donc là tu seras toujours très déçu et décomposé. Donc et ça, il faut vivre jour après jour, comme elle a dit, que vraiment là aujourd'hui, moi j'ai un ami très très proche qui est à la guerre, et je dis j'attends qu'on se voit, voilà, il dit il faut vivre jour après jour, et ça c'est vraiment la sagesse incroyable d'aujourd'hui. Et en mots sur la poésie, sur la créativité, quand le cœur est brisé, quand l'âme est brisée, la créativité, l'art, c'est ce col magique en fait qui le met ensemble à nouveau. Et là, c'est incroyable ce que ça fait de lire la poésie. Il n'y a pas de rime, mais il y a de l'émotion. Il y a quelque chose qui passe par-dessus de toutes les actualités. Il y a quelque chose qui touche directement au cœur, peu importe quelle langue vous parlez, peu importe quelle culture vous appartenez. Quand c'est vrai, quand c'est fait vraiment à cette puissance, ça vous touche, ça vous raconte beaucoup plus. La petite histoire des oiseaux qui font les nids pendant l'alarme aérienne, ça raconte l'actualité, la réalité, parfois plus puissante que n'importe quelle, voilà, à la une, que vous pouvez trouver dans les livres. Merci. Merci. Oui. Si je peux citer encore une fois la poète Darina Gladon, quand on a discuté pourquoi écrire pendant la guerre, et elle a dit au moins, dans un poème, je peux écrire la guerre est terminée. Je pense que c'est vrai, parce que moi j'écris un roman maintenant, j'écris un roman et il y a un chapitre après-guerre, tout se passe après-guerre, donc là vraiment c'est pas la dystopie, mais vraiment, donc là je dis pas quand, mais quand même je dis les événements, voilà. Ouais. Vous pouvez nous lire en français ce que vous nous aviez lu en ukrainien tout à l'heure? Ça se trouve là, la quatrième, c'est facile. Collier de jours identiques, matin d'espoir, soir de fatigue, jour gris comme perles de pluie, fil après fil, le temps de la guerre tresse sa corde. Entre une ville et une autre ville, entre hier et demain, entre pouvoir et devoir, notre amour, vaillant, funambule au-dessus de l'abîme. Et après
le poème sur le retour à la maison. Revenu à la vie. De ce printemps, il ne reste que de poèmes. Comme d'un être humain, ne reste que l'épitaphe. Une vérité battait dans mon temple, telle une cloche. Il est temps de rentrer. En recousant le monde par le fil de la route, nous foncions comme une aiguille à travers les collines pour nous enfoncer après dans une brûlure sur ce canevas, comme un doigt dans la plaie. Sous le pont provisoire, on sentait le pouls de l'Irpigne. On montait le tertre comme Orphée qui sortait de l'enfer. Et c'est là où nous sommes revenus à la vie, du dessous de la vie. Et après, depuis notre balcon, nous regardions éclore le géranium du soleil couchant. Et le chêne hochait la tête en faisant ses adieux au printemps. Toute l'Ukraine est maison. Et notre propre demeure est au cœur de la maison. C'est le poème qui a donné le titre au recueil. Et je me dis, est-ce que j'ai encore une minute Merci. Je voudrais quand même citer le grand futuriste ukrainien Mikhail Semenko, dont parlait Bruno. Et c'est un poème particulier. Parce que c'était le dernier poème qu'on a ajouté presque avant le départ à l'imprimerie, parce que c'était presque exactement il y a un an qu'une nouvelle est arrivée du front, que Roman Ratouchny a été tué au combat. C'était un jeune homme qui avait mon âge, qui avait 25 ans, qui était un militant très engagé contre la corruption, mais qui est parti au combat. Et donc, ce texte de Mikhail Semenko, c'était son poème préféré. Patagonie. Je ne mourrai pas de mort, mais de vie. Quand j'aurai trépassé, la vie même sera finie, et le drapeau baissé. Je mourrai à ma prime jeunesse, car serai-je jamais vieux? Je ne veux nul poème de messe. Du deuil, oublie le jeu. Je mourrai en Patagonie, car j'appartiens au feu et à la terre. Amis, je n'entendrai pas vos cris. Je ne suis à personne, poète planétaire. Je mourrai quand la nature se taira, en attendant la dernière nuit d'orage. Je mourrai dans une trêve, tandis que mon cœur bat de la vie, de la lutte et de mon très jeune âge. 30 juin 1917. J'ai 3 minutes, je sais, on va faire 3 minutes, parce que moi en fait c'est les histoires, moi je blague assez souvent que je suis privée de toute imagination, je construis mes histoires à partir des vraies vies. Et donc ça c'est l'histoire de cette jeune femme avec sa fille adolescente qu'on a hébergée, donc cette réfugiée ukrainienne. Et j'ai une femme encore vit à Paris, tandis que lui, son mari, vit à Kiev. Il ne combat pas, sa santé n'est pas terrible. Il ne peut pas sortir du pays parce qu'il a plus de 18 et moins de 60 ans. Bien que, s'il le voulait, on le laisserait sortir de ses problèmes de santé. Mais il ne veut pas. Il reste assis à la maison et souffre. Il peint les murs d'une nouvelle couleur. Il ne mange pratiquement rien. Il suit les déplacements de sa femme sur son téléphone. Il y en avait installé un programme. Il lui envoie ses robes à Paris. Puis, il lui reproche d'avoir une belle vie alors qu'il, lui, mourra dans la solitude. Le fait qu'elle ait amené leur fille de 13 ans à l'étranger pour qu'il n'ait pas à courir aux abris à chaque alerte aérienne et à se faire des cheveux gris à la maison n'est pas un argument pour lui. Vous m'avez tout simplement abandonné. La femme ne dort pas jusqu'à 3 heures du matin. La femme pleure. La femme lui assure qu'elle l'aime et lui demande de venir à Lviv pour au moins se revoir. L'essence est chère, je ne viendrai pas. La femme est ingénieure de haut niveau. Elle ne parle pas français, mais elle l'apprend. La nuit, elle développe les systèmes d'alimentation électrique pour un hôtel à Kiev, en ligne, gratuitement, afin de ne pas perdre son ancien emploi. Le jour, elle fait le ménage dans un hôtel du 5e arrondissement de Paris. Offline, péniblement, 10 € de l'heure. La femme rit de sa situation,
Mais elle a vraiment besoin de gagner de l'argent. Elle ne peut pas faire autrement. Il ne m'a jamais fait de cadeau, dit-elle soudain. Pas même pour mon anniversaire, pas même pour Noël. Quand les filles au travail se vantaient de leurs cadeaux, je devais mentir sur les miens. Je ne faisais que travailler, tout le temps, pour rénover la maison, pour meubler la cuisine, pour acheter une voiture. On n'est jamais allé en vacances avec cette voiture. J'ai tout sacrifié pour toi, écrit son mari. J'ai fait du babysitting pour toi pendant que tu construisais ta carrière. J'ai cuisiné pour que tu puisses manger en revenant du travail. Et tu m'as quitté pour une vie meilleure. Une femme examine en silence sa vie meilleure. Les boîtes brillantes de sardines rapportées du resto du cœur, des poivrons fatigués, un bout de jambon, une aubergine et du yaourt. Il n'y avait pas d'œuf aujourd'hui. Elle est arrivée en retard après son cours de français. Lorsque des amis l'ont invitée dans un cabaret bizarre, la femme a pensé qu'elle devait être morte et que toutes ces travesties, ces stripteaseuses barbues de 100 kilos, ces gens en costume faits de paillettes et de bulles en plastique étaient des habitants au-delà. Car qui d'autre viendrait la réconforter avec des yeux si tristes, comme si quelque chose de sombre, d'épais, devait s'en déverser et recouvrir leur joie brillante d'une imprenable couchée de nostalgie. Impénétrable, pardon. « Je suis seul, écrit-il. Je vais attraper le Covid et mourir. Il y aura des bombardements. Je vais mourir. La nourriture va manquer. Je vais mourir de faim. Et toi, t'es à Paris. » Assis, il retouche sans cesse les photos de sa femme. Il rend la femme qu'il aime plus blonde, plus foncée, avec des yeux plus clairs, un peu plus lisses. Il la fait sienne. Puisqu'elle n'est pas là, comment son image lui appartienne. Il est inscrit sur Tinder. Il flirte sous son nom avec des inconnus qu'il envoie promener sans ménagement. Jalousie, blâme, larmes. Il lui envoie une vidéo où il est en train de pleurer. Il exige le divorce. Il s'excuse. Il efface les textos parlant de divorce. Il menace. En pleure. La fait chanter. Il s'épuise. Mais c'est surtout elle qui l'est épuisée. Cette femme frêle aux yeux bleus, pesant 42 kilos, qui demain à l'hôtel portera un nouveau, des matelas de 50 kilos, malgré ses 2 diplômes universitaires. Combien pèse chaque matelas lorsqu'elle est trempée de larmes et recouverte de reproches? Combien de temps va-t-elle tenir? Et qu'est-ce qui finira le plus tôt? Son amour, qui dépérit et rétrécit chaque jour? Sa patience? Sa force? Sa raison? Les premières gouttes de pluie tombent dans la mousse du café que la femme de la terrasse a oubliée. Pourquoi les proches sont-ils soudain si éloignés et les lointains si proches? Parce que c'est la guerre. Pourquoi tout ce que tu ressens maintenant est-il 1000 fois plus intense qu'auparavant? Parce que c'est la guerre. Pourquoi ne peux-tu vraiment vivre que les 2 jours par mois où il est à tes côtés, les 2 heures par nuit où vous correspondez? Parce que c'est la guerre. Pourquoi aimes-tu tant quelqu'un qui peut-être tu verras jamais? Parce que putain, c'est la guerre, avec les enjeux les plus élevés. Merci. Elena Yevtushenko. Oui, Yevtushenko, je suis fatiguée. Merci pour votre écoute et merci à l'Institut suédois d'avoir organisé la soirée. Si vous voulez continuer la conversation, je crois qu'on nous offre un verre dans le jardin et vous pourrez discuter avec les 2 autrices. Merci.